Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, le département a comme une des principales compétences l'insertion et l'accompagnement des plus fragiles, de ceux qui traversent de façon passagère ou plus durablement des difficultés. À mon sens, c'est l'expression même du mot fraternité. C'est l'illustration de ce mot qui est écrit sur tous les frontons des mairies des 36 000 communes de France. Cette fraternité doit s'exprimer pour aider les plus démunis. Mais dans un domaine qui est sans arrêt en mouvement, puisque les difficultés d'insertion professionnelle n'étaient pas les mêmes il y a 30 ans quand les élus ont commencé à se pencher sur ce sujet-là, que celles d'aujourd'hui que nous traversons, notamment après cette année un peu particulière du Covid. Et donc on doit sans arrêt se réinterroger, se re-questionner, se remettre en question. Et il faut reconnaître que ce sont des choses toujours difficiles pour une collectivité comme la nôtre, comme tous les partenaires qui sont habitués à travailler avec nous. Et à travers cette assemblée, à mon avis, ce qui a été extrêmement riche, c'est cette capacité à se remettre en question, à réévaluer des politiques, à innover, à s'adapter aux changements permanents en ce qui concerne l'insertion. Donc à travers les différents thèmes qui ont été traités dans cette assemblée, que ce soit au niveau de l'économie sociale et solidaire, de la mobilité, du numérique, j'y reviendrai, dans tous ces champs-là, je crois que cette assemblée a été capable d'aller au fond des choses, de se poser des vraies questions et de s'interroger dans un sens d'efficience et d'efficacité. On le doit parce qu'avant tout, derrière, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qu'on prélève à un certain nombre de personnes de la population française pour le redistribuer, pour accompagner. Donc on se doit d'être exigeant dans l'efficacité de cette redistribution et dans les résultats qu'on doit atteindre. Et il faut le savoir, et ce n'est pas l'ancien enseignant que je suis qui dira le contraire, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir évaluer et parfois, même si on était convaincu d'une certaine idée, d'admettre qu'elle ne produit pas toujours les effets qu'on voulait et donc d'être capable de complètement la remanier, voire de la ranger et de travailler sur de nouvelles propositions. Donc à travers ces différents champs, que ce soit l'économie sociale et solidaire, avec la création de la MILPA, de la coopération des 4 chantiers d'insertion, que ce soit à travers le numérique, on sait aujourd'hui, et on l'a vu particulièrement en 2020 et 2021 avec la Covid, que le numérique est quelque chose de fondamental, non pas comme outil gadget comme ça l'a été pendant longtemps, mais comme outil numéro 1 de l'insertion, outil numéro 1 du citoyen. Le citoyen aujourd'hui qui n'a pas la capacité d'être connecté, d'avoir un minimum de compétences nécessaires pour les usages du numérique, se retrouve aujourd'hui marginalisé, comme autrefois marginalisé parce qu'il n'avait pas de maison. Et donc on doit complètement se mobiliser sur ce champ-là et je crois qu'à travers l'Assemblée des développeurs des solidarités, il y a de très nombreuses actions qui ont été mises en avant, proposées et pour lesquelles le département a refondu complètement ses financements et était aujourd'hui extrêmement présent pour accompagner dans ce champ-là. Je pense à la mobilité parce qu'évidemment nous sommes un département très rural et au-delà des agglomérations, grosso modo, eh bien, il y a beaucoup de gens en difficulté dont la première difficulté, c'est de pouvoir accéder à son droit simplement parce que je n'ai pas soit la liaison Internet, je reviens au numérique, mais aussi la possibilité de me rendre au rendez-vous ou d'aller contacter, d'aller trouver un emploi, d'aller dans l'association, dans le centre social, bref, dans la structure qui peut m'accompagner. Et donc, de nombreuses actions ont été menées dans ce champ-là. Là aussi, le département a été présent et le sera encore par le futur parce qu'on sait combien c'est important pour donner le maximum de chances à chacun. L'emploi, évidemment, avec la création d'Atout Charente qui aura marqué l'histoire du département, qui produit ses effets, où là, nous avons une action très concrète de, entre guillemets, placement de personnes qui sont juste au RSA, juste en difficulté et qu'on peut tout de suite remettre dans un circuit. On sait qu'il y a des structures aujourd'hui qui font ce travail-là. Force est de constater que cela ne suffit pas. Il faut multiplier les efforts et la création d'Atout Charente a contribué justement à accompagner davantage, à avoir ce suivi individuel, cette main tendue pour amener vers l'entreprise. Et le deuxième étage est maintenant mis en place avec le département. Nous avons voté les crédits pour accompagner les tuteurs en entreprise qui acceptent d'accueillir des personnes issues du RSA et pour lesquelles parfois il y a un petit temps d'adaptation et qu'il faut pouvoir accompagner. Donc le département va prendre en compte cet effort-là et l'accompagner financièrement. Alors aujourd'hui, on arrive j'irai à la fin d'un premier chapitre peut-être de l'ADS, dans une histoire assez jeune mais très efficace quand on regarde tout le travail qui a été fait dans un temps finalement assez limité. Et aujourd'hui, nous allons tendre la main pour travailler à ce deuxième chapitre à travers l'appel à projet qui a été lancé par le gouvernement sur le service public de l'insertion, avec notre volonté de créer une agence
départementale de l'insertion. L'objectif est de rebondir sur tout le travail qui a été fait par l'ADS, de le poursuivre, de l'approfondir encore, d'aller plus loin, mais aussi d'associer de façon encore plus large à travers cette agence tous les acteurs socio-économiques. Je pense qu'aujourd'hui, les chambres consulaires doivent être partie prenante, l'union patronale, les syndicats de salariés comme les syndicats patronaux, de nombreuses structures doivent mettre la main dans l'insertion, dans l'accompagnement, à la fois pour comprendre, connaître, être plus efficace et puis aussi briser des représentations et créer beaucoup plus de fluidité dans cette solidarité nationale. Donc c'est un appel à projet auquel le département va répondre et qu'il va solliciter tous les partenaires pour être avec nous dans la création de cette agence que je vois à titre personnel comme un prolongement de ce travail qui a été fait. Et mon côté agriculteur dirait que tout ce qui a été semé par l'ADS va se récolter notamment à travers la création de cette agence qui va fédérer, faire travailler ensemble, toujours pour plus d'efficacité pour nos concitoyens qui sont en difficulté. Alors je commencerai par un clin d'œil au fond. En général on dit qu'il ne faut pas avoir raison avant les autres, et c'est vrai que ce n'est pas toujours confortable en politique. Mais en ce qui concerne l'Assemblée des développeurs des solidarités, on a eu raison d'avoir raison avant les autres, parce qu'aujourd'hui on est face à une crise sociale majeure et on a mis en place des outils merveilleux pour y faire face. On a mis des outils efficaces pour y faire face et on a mis un pack d'acteurs territoriaux de l'insertion pour y faire face. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Et qu'est-ce qui est le plus beau dans cette action? C'est sa dimension humaine. On est allé chercher des gens qui ne se seraient normalement jamais rencontrés, qui sont tous spécialistes de leur domaine, qui sont tous passionnés par une chose, c'est de ramener des gens vers l'emploi. Ceux qui sont très très loin de l'emploi. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de complexité. Il fallait qu'on soit nombreux pour comparer, pour échanger, pour que les regards se croisent. C'est comme ça que, au fond, d'ici, de là, des institutionnels, des associatifs, des responsables de structures qui réellement sont des partenaires fondamentaux du département sur l'insertion, se sont retrouvés tous ensemble pour avancer. Alors, souvent, dans le monde culturel, dans le monde social, on pourrait dire oh, on parle beaucoup. Là, on n'a pas parlé beaucoup. Ou plutôt, on a parlé beaucoup, mais on a fait énormément. Une centaine de réunions techniques, plusieurs assemblées départementales, on va l'appeler comme ça, des développeurs des solidarités, et pour des résultats extrêmement concrets. Sur la mobilité, c'est une plateforme entière qui a été mise en œuvre. Une plateforme mobilité pour permettre à des personnes qui cherchent, qui vont vers l'emploi, d'y aller vraiment, ou vers la formation. Et derrière des voitures qu'on a mis à disposition, c'est l'ADS. On a mis en place une nouvelle filière, maraîchère, bio-maraîchère même, à partir de chantiers d'insertion. C'est l'ADS. On a mis en place un projet numérique, reconnu au niveau national, qui a permis la formation d'une centaine d'agents, répartis sur l'ensemble du territoire, qui vont diffuser ces savoirs auprès de ces personnes qui ont besoin de cet outil. C'est encore l'ADS. L'organisation même des services au département, pour aller plus loin, pour être plus efficace, pour amener les gens encore une fois vers l'emploi, c'est l'ADS. Je veux vous dire à tous ceux qui ont contribué, participé, à quel point je suis fier, profondément fier, pas parce qu'on s'est rassemblés, parce qu'on va rendre service, parce qu'on va apporter des résultats, parce qu'on va donner des solutions à des personnes qui en ont vraiment besoin, et maintenant, plus que jamais. Et cette énergie qui a été mobilisée, cette merveilleuse énergie qui a été mobilisée, elle va servir encore. L'histoire ne se termine pas là, évidemment. Ce qu'on a mobilisé là, cette force d'intelligence, cette force de volonté, cette passion aussi, parce que ce ne sont pas que des techniciens quand on travaille dans ces métiers-là. C'est la passion qu'on a chevillée au ventre. Eh bien, on va la mettre... C'est ce qui rendra possible, en fait, ce service public de l'insertion pour l'emploi qui va bientôt être mis en place avec l'État. Au fond, grâce à cette mobilisation qui n'était pas évidente, parce qu'on ne rassemble pas des gens qui ne se connaissent pas comme ça, parce qu'une institution politique ne fait pas venir à soi si facilement des personnes. Au fond, cette institution, parce que ça va devenir une institution, elle parle de confiance, elle parle d'envie et elle parle de résultats. Pour moi, c'est la solution de la démocratie en général. Et mille fois et du fond du cœur, merci à tous.
Catherine Battier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-animatrice du groupe Économie sociale et solidaire de l'Assemblée des développeurs de solidarité, donc ESS-ADS. Comment vous vous êtes débrouillé pour constituer votre groupe ? Eh bien, d'une façon très simple, on a fait appel au volontariat et on s'est retrouvé avec un groupe assez multicolore. On a eu plein de partenaires qui ont eu envie de venir parler de l'ESS. Par contre, chacun avec son idée. Alors, il y avait le monde associatif, on a eu de l'entreprise, on a eu les deux communautés d'agglomération du département, il y avait bien entendu le département, on a eu des chantiers d'insertion et des associations et des idées. Travailler les groupements d'employeurs, l'accueil de jeunes créateurs au sein d'entreprises, comment mettre en commun des outils, animation d'un espace de coworking, accompagnement de porteurs de projets ESS, maison de l'initiative, pépinière d'initiative citoyenne, transversalité entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire, faire un diagnostic RSE. La liste est encore longue, hein, oui, Marc. D'accord. Donc vraiment, c'est un laboratoire, une ébullition d'idées dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Chacun avait une idée, une envie, parce qu'en fait, l'économie sociale et solidaire, il existe des choses, c'est vrai, pas forcément à l'échelle du département, c'est pas forcément très connu, et il y a encore beaucoup de choses à construire. Alors, justement, si on parle de construction, de ce foisonnement d'idées, est-ce que certains acteurs se sont saisis ou de ce qu'ils portaient ou de ce qui était porté par d'autres pour construire une ébauche ou une action qui a eu une résolution concrète et pratique? Alors oui, on a petit à petit, on s'est orienté vers ce qui s'appelle un incubateur. Alors cet incubateur a eu 2 volets, ce qu'on appelle la fabrique à initiative et un autre volet sur l'accompagnement de porteurs de projets. Donc ça s'est mis en place en 2019 et il y a tout un groupe de porteurs de projets avec un projet spécifique économie sociale et solidaire qui ont été accompagnés. Projet d'entreprise. Donc ils ont été accompagnés et ils ont ouvert leur entreprise. Quand vous dites accompagner, c'est méthodologie, aide, oui. Et puis peut-être aide au financement aussi, oui, pour le démarrage. Parce que des incubateurs d'entreprise, ça existe, mais on ne construit pas une entreprise de l'économie sociale et solidaire comme une entreprise classique. Puisque pour faire rentrer l'argent, la démarche commerciale n'est pas du tout la même. Voilà. Donc il y a eu un petit groupe accompagné et il y a eu de nouvelles entreprises de créer. D'accord. Et en parallèle, la fabrique à initiative a accompagné un projet qu'on travaillait donc dans le cadre du groupe sur le développement des circuits courts et éventuellement la mise en œuvre d'une conserverie sur le département. Une conserverie, mais quel rapport entre une conserverie et l'économie sociale et solidaire ? Eh ben, l'idée, c'est d'être développement durable. Le développement durable fait partie de l'économie sociale et solidaire. Oui. Et éviter le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire comment peut-être produire plus et mieux en Charente et ne perdre aucune production et écouler tous les produits donc, en circuit court. Et ce qu'on n'écoule pas, le transformer pour ne pas le jeter et l'écouler un petit peu plus tard. Et le porteur de cette conserverie, c'était une entreprise classique de droit commun à but lucratif ou c'était une entreprise de l'économie sociale et solidaire ? Alors là, on s'est retrouvé avec les chantiers d'insertion du département qui ont une activité maraîchage biologique, qui ont été intéressés par ce projet
Alors, l'intérêt existait déjà un petit peu avant. On avait commencé à le travailler, sachant que certains vendent directement aux consommateurs charentais, d'autres vendent plutôt aux collectivités et aux cantines. On sait que prochainement, il va y avoir énormément de besoins au niveau de tout ce qui est restauration collective. Donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut structurer un petit peu la filière en commençant avec l'IAE et petit à petit développer avec l'entreprise. Donc des structures d'insertion par l'activité économique, donc des personnes qui sont en parcours d'insertion, des personnes qui ont eu des accidents de parcours dans leur vie professionnelle, qui se retrouvent à travailler sur des chantiers de maraîchage, qui produisent du bio, localement, avec une conserverie qui permet de transformer et donc de donner une vie plus longue et d'autres formes commerciales aux produits qui sont issus de ces chantiers, et le tout sur le circuit court. Effectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Un exemple avec la Milpa qui regroupe 4 chantiers d'insertion orientés vers la création d'une filière maraîchage bio. Ces 4 chantiers sont la rue, régie de quartier d'Angoulême, le centre socio-culturel de Barbezieux, Maya, la branche insertion de la Croix-Rouge, et le CIDIL, un chantier école multi-activités implanté à Soufrignac, dirigé par Hélène Vaudon. Et c'est donc Hélène Vaudon qui nous explique la démarche. C'est quoi la Milpa ? Alors la Milpa, son origine vient en fait des différentes réunions que les différents directeurs de chantiers d'insertion font régulièrement tout au long de l'année avec différentes instances. Et forcément, on s'est tous retrouvés sur la problématique de la commercialisation de nos produits bio, parce que voilà, c'est 4 chantiers d'insertion sur l'ensemble du département aujourd'hui qui avons une activité en maraîchage biologique, et on est plus ou moins confronté à des fois quelques difficultés pour écouler notre production de légumes, et puis aussi un constat où on était un peu isolés, chacun dans notre coin, à essayer de bricoler des petites choses entre nous, de qui avait des courges, qui en avait pas assez, comment est-ce qu'on faisait ça, et on faisait ça un peu de façon, on va dire, un peu aléatoire, ponctuelle. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais c'est bête, il faut qu'on se réunisse tous les 4 pour essayer de trouver le moyen de vraiment travailler ensemble pour que nos encadrants techniques aussi, et que, à un moment donné, on essaye de faire de chaque force des uns et des autres une force collective, et donc de travailler tous ensemble pour essayer de développer nos productions et nos débouchés aussi. Et l'intérêt qu'on y a vu, c'est que ça pouvait aussi répondre aux enjeux actuels de fournir la restauration collective, notamment en légumes bio et locaux, et avec un avantage encore supplémentaire pour nous, qui était de pouvoir aussi faire de l'insertion sociale et professionnelle et de valoriser des parcours d'insertion des personnes que l'on accompagnait sur nos chantiers. Et les objectifs de la Milpa sur l'année ou les 2 années qui viennent ? Alors là, aujourd'hui, principalement, c'est d'essayer de travailler sur un plan de culture partagé sur nos 4 structures. Donc, qu'on essaye que tout le monde ne fasse pas la même chose en même temps. Voilà, et puis surtout qu'on soit aussi tous ensemble pour produire les quantités qui sont demandées par la restauration collective notamment, mais aussi par les autres boutiques locales, qui sont les Biocoop, Sobio à Cognac, et voir les particuliers aussi sur les marchés pour offrir une diversité qu'on ne peut pas forcément faire tout seul. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de faire à plusieurs pour pouvoir répondre aussi aux demandes. Donc on a aujourd'hui un objectif de répondre tranquillement et efficacement à 3 ou 4 restaurations collectives pour répondre à leurs attentes. Donc ça, c'est une première étape. Et puis après, là, c'est d'essayer de travailler avec l'ensemble des partenaires maraîchers que sont la MAP16, donc la Maison de l'Agriculture Biologique de Charente, de travailler avec les différentes collectivités locales qui sont nos partenaires et parfois nos financeurs comme la région ou l'État, et de pouvoir travailler avec d'autres partenaires locaux, les communautés de communes, le conseil départemental et d'autres pour essayer de développer tout ce travail-là et d'essayer de travailler tous en cohérence, tous ensemble, parce qu'on sait qu'il y a des projets divers et variés qui se développent, et du coup, c'est d'essayer d'être un partenaire parmi d'autres et de travailler tous ensemble avec notre spécificité à nous, qui est l'insertion sociale et professionnelle. Nous abordons maintenant la question du numérique avec, dans un premier temps, Thomas Gougnard, responsable du service allocataire à la Caisse d'allocation familiale, et Luc Viard, de la direction des territoires à la préfecture.
Vous appartenez tous deux à des organisations importantes, l'État, la Caisse d'allocation familiale. Je suppose que vous avez un emploi du temps chargé, que vous avez des missions à remplir. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au sein de cette Assemblée des développeurs de solidarité, et éventuellement pour trouver des solutions ensemble ? Bien évidemment. D'ailleurs, c'est une grosse richesse du groupe ADS, qui est de pouvoir en fait débattre, échanger, avoir des angles de vue qui sont complètement différents, hein, pas uniquement nous en tant que simple opérateur, et avoir dans une bonne ambiance aussi de travail, pouvoir réfléchir sur des idées et surtout les concrétiser. Puisqu'en fait, c'est plutôt l'intérêt principal que nous, en tant qu'opérateurs, on y voit, c'est à la fois de réfléchir sur des idées, avoir aussi un groupe qui est capable de réfléchir, d'innover, d'inventer et qui se concrétise par des actions directes vers les usagers. Pour la direction des territoires, votre présence au sein de l'Assemblée ? Oui, la démarche a été la même, c'est-à-dire qu'au niveau de l'État, on a pas mal de procédures qui sont dématérialisées depuis quelques années, avec des taux d'utilisation des différentes plateformes assez variables. Et on sait pertinemment que nous avons une part de la population importante, puisque c'est 13% de la population qui est en précarité numérique. Donc l'idée, à partir du moment où on avait un groupe de partenaires cherchant à mettre en œuvre des solutions concrètes pour que les personnes qui sont en exclusion numérique puissent accéder à ces services, l'idée était de dire on rejoint ce groupe pour essayer avec les autres, de mettre en œuvre des solutions. Mais ce qui était intéressant aussi dans la démarche qui avait été initiée et qui continue, et parmi les acteurs présents, c'est qu'on a des acteurs du champ social qui sont également membres de ce groupe de travail et qui sont des personnes qui sont directement en contact avec des personnes qui rencontrent des difficultés. Dès le début du confinement, on a très vite été informés qu'il y avait des problèmes chez les familles monoparentales. Et on avait des associations qui étaient en mesure de fournir du matériel informatique, mais la difficulté, c'est qu'elles ne pouvaient pas circuler parce que c'était également confiné. Donc en fait, heureusement qu'on avait l'ADS présent, parce que ça a permis de bien comprendre la situation, de bien comprendre qui étaient les intervenants, de remonter l'information quasiment instantanément à la préfète pour qu'elle puisse prendre une décision d'autorisation de l'ensemble des personnes qui pouvaient apporter du matériel pour les personnes qui n'en avaient pas. Donc ça a été, mais ça a été du jour au lendemain, en 24 heures ça a été fait. Mais parce que le groupe ADS existait et qu'on se connaissait tous déjà. Bénédicte Perrault, déléguée aux relations territoriales de la Poste en Charente. J'ai été contactée par un élu qui m'a sollicité en me disant est-ce que la Poste peut être intéressée pour participer à l'ADS, donc l'Assemblée des développeurs solidaires. Alors moi j'ai choisi de faire partie du groupe numérique. Ce qui m'a le plus plu, en fin de compte, c'était de rencontrer des gens que je n'avais pas l'habitude de rencontrer, avec qui je n'avais pas l'habitude de travailler. Comme par exemple ? Les centres d'action sociaux, retravailler. Oui, des organismes de formation. Tout à fait, avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler dans le cadre de mon activité. Pour le compte de la Poste, on le fait, en fin de compte, alors soit à l'intérieur de nos bureaux, soit dans les France Service, donc les espaces France Service que nous portons sur le département. On en porte 10. C'est-à-dire d'aider les usagers qui ont du mal avec l'outil numérique pour qu'ils puissent réaliser les démarches dont ils ont besoin, mais avec les outils d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc on est là, on a des personnes qui sont là pour accompagner les personnes en difficulté avec le numérique, et pas que avec le numérique, mais du coup, on les aide pour faire leurs démarches administratives qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls et qui sont de plus en plus faites de façon digitale. Et en quoi cette commission de l'Assemblée des développeurs de solidarité a pu vous apporter des pistes ou des actions qui ont pu vous servir ? Alors, en fin de compte, l'action qui a été portée par le département au niveau des bénéficiaires du RSA, avec les chèques haptiques, en fin de compte, je m'en suis inspirée pour proposer à la commission postale de faire une action à titre expérimental sur un secteur qui est la Charente-Limousine et de proposer le même type d'action, de formation, donc de repérage des personnes qui sont en situation d'électronisme dans nos points de contact postaux, les agences postales ou les bureaux de poste, et donc de proposer à ces personnes qu'on aura pu repérer de faire des formations
avec les mêmes associations qui ont été identifiées par le département. Donc moi, ça a été un gain de temps et ça m'a permis aussi de bénéficier de l'expérience qui avait déjà été menée par le département. Voilà. Florent Gallardeau, chargé de mission au conseil départemental. Comment se fait-il que autant de personnes se soient regroupées autour de l'appel, non pas du 18 juin, mais l'appel autour de l'ADS numérique? Comment se fait-il que autant de personnes d'horizons différents soient venues? C'est vrai que cet atelier était assez novateur parce qu'on ne traitait pas de la thématique au sein du département. Donc tout le monde a réussi à y trouver un intérêt et pour le coup à tenter de résoudre ces problématiques auxquelles elles étaient confrontées au quotidien. Donc en fait, c'est 30 personnes ou institutions, associations, entreprises qui venaient avec leurs problèmes liés à la numérisation des relations avec leurs clients, leurs usagers, etc. C'est plutôt comme ça. Oui, tout à fait. Ils sont venus en demandant des solutions. Tout à fait. Donc effectivement, en fait, c'est vraiment des structures d'horizons complètement divers. Il y a des associations, institutions, collectivités, centres sociaux, entreprises. Elles venaient avec des problématiques et ces problématiques étaient souvent communes. Et donc l'idée, c'était de trouver en fait des solutions communes pour résoudre le problème dans sa globalité et dans sa transversalité. Alors c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, vous avez des personnes qui sont venues avec des problèmes et plutôt que d'attendre au guichet qu'on leur donne des solutions, ils sont venus construire les solutions ensemble. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont construit ensemble ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, on est parti du postulat qu'il y avait des gens qui faisaient déjà du numérique en Charente, des structures qui intervenaient sur cette thématique de l'inclusion numérique. Et l'idée, c'était de pouvoir les référencer, de les cartographier. On a fonctionné en 2 temps au niveau de l'ADS. L'idée, c'était que dans un premier temps, on puisse éventuellement faire monter en compétence les professionnels, ceux qui sont amenés à rencontrer cette typologie de public qui est en situation de précarité numérique. Et dans un deuxième temps, l'idée, c'était de pouvoir également aussi faire monter en compétence les usagers. Et dans ce cadre précis, on a constitué de façon collaborative dans ce groupe le réseau qu'on connaît aujourd'hui, le déploiement des passes numériques avec les 30 sites labellisés en Charente. Superbe. Et au moment où il y a eu le choc, parce que c'était un choc sur le plan social et professionnel, et pas que bien sûr, du premier confinement, j'ai cru voir que l'ADS numérique avait été particulièrement réactif. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Donc très rapidement, on a constitué en fait une filière de reconditionnement. L'idée, c'était de pouvoir réparer des ordinateurs et les mettre à disposition des parents et puis des élèves aussi également pour suivre leur scolarité. Dès le mois de mars ? Au mois de mars, ça s'est constitué, mais les premiers ordinateurs ont été distribués dès le mois d'avril. Dès le mois d'avril, où notamment le département de la Charente a fait un don de 60 écrans d'ordinateurs, venant ainsi compléter la dotation qu'avait déjà récupérée l'association La Planète. Donc l'idée, comme je vous dis, c'était effectivement de pouvoir reconditionner ces ordinateurs, de les mettre à disposition au niveau des enfants, des allocataires du RSA concernant le département, mais la CAF a également aussi mis en place une action à destination des enfants, de familles monoparentales, des enfants qui étaient scolarisés en primaire. Sylvie Rébois, responsable d'équipe au sein de l'agence Pôle emploi de Cognac. Qu'est-ce qui vous intéressait ou qu'est-ce qui vous interpellait dans cette question du numérique par rapport à l'emploi et par rapport à la numérisation des services et de l'offre de services à Pôle emploi? Alors, dans une logique de stratégie de beaucoup d'entreprises, il y a cette dématérialisation, mais c'est surtout de connaître déjà les actions mises en place et un peu d'élargir justement cette notion de territoire, voir sur tout le département ce qui existait, puisque Sud-Charente, on était déjà assez riche, mais c'est de se dire aussi de ne pas faire du doublon, ne pas intervenir sur les mêmes champs. Donc, élargir et d'être plus certain que ça
contribue aux personnes qui en ont le plus besoin. On fait partie justement de ce bâtiment France Service depuis 2020. On voit bien justement les difficultés de certaines personnes. C'est pas une question d'âge, loin de là, pour n'importe quelle démarche, une carte grise, mais ne serait-ce que de contacter une autre structure. Ce déploiement-là doit être fait équitablement sur tout le territoire, en tous les cas charentais. Et je pense que vraiment, le groupe numérique a répertorié déjà ce qu'il y avait d'existant et de voir là où il y avait un petit peu du blanc et de répartir au mieux. Et puis, c'est selon les besoins aussi des personnes. Donc, je pense que en tous les cas, les actions vont dans ce sens et c'est concret. Stéphane Coudray, directeur de la régie de quartier d'Angoulême et alerteur du groupe numérique. C'est compliqué d'animer un groupe aussi important que le groupe numérique ? Tout le monde venait avec ses envies, avec son point de vue, avec son positionnement. Et donc, il fallait harmoniser ça, voir quel était finalement notre objet de travail, parce que le numérique, c'est un thème... Le monde. Et voilà. Vous avez 3 heures. Donc, l'objet, c'était... Au tout début, ça a été ça. C'est voir quel était notre périmètre, se mettre bien d'accord sur nos objectifs, et puis créer de la connaissance commune. À quel moment ils ont fait corps ensemble ? C'était sur les objets, quand vous vous saisissiez d'un projet ? Oui. Oui. Il a d'abord fallu définir le périmètre. Il y a eu une discussion au tout début qui était est-ce qu'on agit que pour les bénéficiaires du RSA, et une réaction assez vive de l'ensemble du groupe en disant non, on ne veut pas faire de l'exclusion. Certes, on veut réfléchir pour les bénéficiaires du RSA, mais d'une manière plus générale pour toute personne qui rencontre une difficulté au niveau du numérique. Et ce point-là a été le point, tant qu'on ne l'avait pas traité, tant qu'on n'avait pas arbitré cela, c'était difficile, c'est difficile non, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Une fois qu'on a eu tranché, qu'on a dit il y a un regard particulier, mais on ne sera pas dans l'exclusion. Après, là, on a pu avancer, et ça s'est fait à partir du concret. On est parti sur un diagnostic, où sont les problèmes. On a alimenté aussi avec des études nationales les différents travaux. On n'a pas réinventé tout entre nous. On s'est alimenté, on est allé chercher, le groupe est allé chercher de la ressource à l'extérieur. Et après, on a tapé dans le dur, dans l'action, en définissant des fiches projets. Et c'est là où ça a avancé, effectivement. Alors, au-delà des grands opérateurs institutionnels, et j'ai envie de dire presque acteurs obligés d'une action globale de réflexion sur des thèmes comme le numérique, y a-t-il eu des acteurs de terrain plus légers qui ont participé à vos travaux? Plus léger, je ne sais pas, plus en contact avec les publics directement, oui. C'était même la majorité au début de la constitution de ce groupe. On avait des acteurs de centres sociaux, on avait des personnes du CIGE aussi, des centres d'information jeunesse. On a eu aussi, alors ils sont toujours présents dans le groupe en fonction des disponibilités. On a eu aussi des personnes, des travailleurs sociaux, soit du département, soit des CCAS ou CIAS du département. Donc oui, il y a eu une très grande diversité d'acteurs, avec donc des acteurs de terrain, animateurs, des fois agents d'accueil ou directement au contact avec le public dans le groupe numérique. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait la richesse, qui a ancré les actions dans les choses, dans les préoccupations quotidiennes. Il y avait un piège finalement à l'ADS, c'est que l'ADS, c'est le conseil départemental qui l'a initié. Il faut toujours quelqu'un qui initie, mais en nous disant dès le début que c'était pas sa chose, que c'était une sorte de conseil consultatif, etc. Le piège, c'était que
on imagine que c'était des actions du conseil départemental. Et donc là, le groupe a eu, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais a eu cette intelligence de se dire, il y a des actions, on va les proposer. Après tout, certaines sont du ressort du conseil départemental qui va pouvoir les conduire. Des actions de formation, ce n'est pas forcément du ressort du conseil départemental. Donc un organisme de formation, qui peut le porter et comment on va le financer autrement. Ce groupe a fonctionné comme initiateur, j'allais dire incubateur parce que c'est un terme à la mode, c'était pas exactement ça. En tout cas, il y a des projets qui ont émergé, puis après, il fallait trouver les porteurs de ces projets. Carole Bernardo, de l'association Retravailler. Alors, nous avons intégré l'ADS numérique en juin 2019, après avoir été sollicité par l'alerteur du groupe, Stéphane Coudray. Donc l'idée, c'était de pouvoir apporter un soutien, une aide aux chargés d'accueil, donc qui se retrouvent confrontés à ces usagers de plus en plus nombreux et qui viennent les solliciter pour des problématiques liées au numérique. Alors, d'autant plus que le chargé d'accueil qui accueille quelqu'un qui ne sait pas faire avec tel document à remplir, il fait à sa place la plupart du temps. Exactement. Et c'est bien là où était le problème, puisque les chargés d'accueil se sont rendus compte au fur et à mesure du temps qu'ils étaient donc sollicités de plus en plus, qu'ils faisaient à la place d'eux et que ça pouvait poser quelques soucis déontologiques par rapport au secret des codes, par exemple, ou des mots de passe. Oui, et puis en même temps, la numérisation, ça serait juste une tâche de plus pour les chargés d'accueil dans les structures. Voilà, c'était pas ça faisait pas partie de leur mission première et ils se sont trouvés face à cette problématique de plus en plus récurrente. Et voilà. Comment vous avez fabriqué votre programme de formation ? Alors, donc, la volonté de l'ADS, groupe numérique, c'était vraiment de proposer une formation courte, donc pour les chargés d'accueil, mais aussi les conseillers, les personnes qui accompagnent. Oui, toutes les personnes qui accompagnent le public. C'est ça. Donc une formation courte, vraiment axée sur les techniques numériques pour vraiment donner des ficelles donc à ces chargés d'accueil. Les ficelles du numérique, parce que c'est vrai que c'est tellement vaste aujourd'hui le numérique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait déjà former techniquement les chargés d'accueil. C'est ça. Pour qu'ils puissent être eux-mêmes à l'aise avec l'outil. Tout à fait. Pour pouvoir devenir après des transmetteurs, des passeurs auprès du public. C'est complètement ça. Et aussi toute la partie posture professionnelle, justement liée à ce nouveau type d'accueil, pour justement ne pas infantiliser les usagers, ne pas faire à la place d'eux quand les personnes sont capables de faire elles-mêmes, ou pas les renvoyer justement en disant c'est pas notre travail, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, allez voir ailleurs. Donc voilà, l'idée c'était de savoir comment s'organiser par rapport à cette nouvelle demande. Alors aujourd'hui, vous en avez formé combien des chargés d'accueil ? Sur l'année 2020, on est à 75 personnes à peu près. L'avantage de cette formation, c'est que les personnes ont pu se rencontrer entre elles. Les chargés d'accueil des différentes structures qui travaillent au quotidien, mais les uns séparés des autres forcément, ont pu faire connaissance. Et du coup, travailler sur l'échange de pratiques. Donc ça, c'est énorme, c'est un sacré plus dans la formation. Et ont pu aussi, bien sûr, apprendre à se connaître pour pouvoir communiquer ultérieurement sur des dossiers qu'ils peuvent avoir en commun ou sur certains tracas qu'ils peuvent rencontrer les uns et les autres. Donc voilà, ça a créé du réseau entre chargés d'accueil dans les différentes structures. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. À ce stade, nous allons nous intéresser au travail de la commission mobilité, avec, pour commencer, Claudine Patier, co-animatrice de cette commission pour le conseil départemental de la Charente. Ce groupe, il s'est constitué avec l'ensemble, on va dire, des acteurs en fait de la mobilité pour l'insertion, c'est-à-dire toutes les structures, tous les partenaires qui, à un moment ou à un autre, ont travaillé sur la thématique de la mobilité et ont mis en place des actions spécifiques. On a essayé, à travers ce groupe, de fédérer l'ensemble des acteurs, non seulement par type d'action, mais aussi par territoire. Avoir une représentation de l'ensemble du territoire départemental.
À ce premier cercle, on va dire, se sont ajoutés les représentants des territoires d'action sociale, des travailleurs sociaux qui sont venus aussi composer ce groupe. Et puis, j'ai sollicité quelques élus et aussi quelques établissements publics de coopération intercommunale, CDC, communauté d'agglo et CIAS. Le groupe s'est réuni à plusieurs reprises avec l'idée, le projet de parvenir à faire émerger de nouvelles solutions de mobilité pour les publics que les uns et les autres nous accompagnons. Il y a eu des réflexions autour de la lutte contre l'autosolisme, des réflexions sur comment mettre en place du covoiturage solidaire. On a fait appel à certains moments à des structures telles qu'Écosystème qui met en place un système de covoiturage via la Fondation SNCF. On a recherché aussi des exemples dans d'autres territoires, notamment dans le pays de Bressuire, des choses comme ça. Et on a essayé de parvenir à une proposition. Et ce n'est pas vraiment parvenu à ça. Et du coup, on s'est dit, peut-être que ce qui nous manque, c'est un état des lieux global de tout ce qui existe déjà en termes de mobilité, d'offres de mobilité sur le territoire. À la fois tout ce qui est dans le droit commun, entre guillemets, et puis aussi tout ce qui est plus spécifique et qui est lié à l'offre d'insertion. Il y a toutes sortes de solutions, en effet, qui visent plutôt à répondre à des besoins très locaux. Je pense par exemple à certains services de transport à la demande qui sont très ciblés, que ce soit sur les publics concernés ou sur les motifs de déplacement et sur les circuits, par exemple. Mais l'idée, c'était justement d'essayer d'avoir une connaissance globale de tout ce qui pouvait exister, parce qu'en fait, des initiatives, il y en a un peu partout sur le territoire départemental. Ces initiatives, elles sont plus ou moins connues, plus ou moins utilisées, et elles sont souvent ciblées. Voilà. Et l'idée, c'était de se dire, si on avait connaissance d'un peu tout ce qui existait, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'articuler tout ça pour arriver à une offre peut-être plus globale. Voilà. C'était un petit peu ça l'idée de nos réflexions. Nous allons maintenant écouter Jean-Pierre Costard, directeur du Centre socio-culturel de Chalais, et Isabelle Naud, directrice coordinatrice de l'association Accueil Insertion Sud-Charente, et en même temps, présidente de Mobilité Ouest-Charente. Jean-Pierre Costard, Isabelle Naud, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été alerteur au sein de la commission mobilité de l'Assemblée, des développeurs de solidarité. Vous avez parlé de quoi ? Au départ, il y avait effectivement des élus qui ont participé, puisque, comme je le disais, un certain nombre de réflexions émergeaient de l'ensemble des territoires. Donc voilà, donc ça a été un premier temps de travail, de mise à plat et de confrontation riche entre des visions, je dirais, d'élus et des visions techniciens. D'accord. Pour arriver à essayer de dégager un fond commun, partager des problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment autour des déplacements. Donc des acteurs, des personnes, des élus, des techniciens qui se rassemblent. Et en dehors de ce dispositif, en dehors de cette action de réflexion autour de la mobilité, des actions qui se mènent, des associations qui se montent, des initiatives qui se montent comme MOSC. Alors MOSC, vous nous dites un petit peu ce que c'est, parce que vous étiez à la fois alerteur dans la commission, et vous étiez aussi président de MOSC. Alors MOSC, c'est pour situer un petit peu, c'est... Donc l'association Mobilité Ouest et Sud-Charente. La particularité de MOSC, c'est de regrouper en son sein des associations avec des compétences et des ressources différentes. Donc vous, alors vous étiez alerteur à l'ADS, mais vous étiez à l'époque aussi président de MOSC, et donc vous parliez de ce que MOSC faisait au sein de l'Assemblée pour donner des informations sur des initiatives. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, Isabelle Naud, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne, MOSC ? Alors, MOSC a été, quand même, je reprends un tout petit peu l'initiative. Donc, en effet, cette association du Sud, au démarrage pour la création, qui s'associe avec l'Ouest. Et c'est
le résultat de 20 ans, 25 ans de réunions autour du problème de la mobilité, des problèmes d'émancipation, d'autonomie des personnes qui, de fait, ne peuvent accéder à rien d'autre. Et malgré les dispositifs mis en place autres, pour les seniors, pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, qui limitent l'essor du Sud-Charente. 20 ou 25 ans de réunions avec des élus, avec beaucoup de gens, et qui n'aboutissent sur pas de solution, comme le dit Jean-Pierre. Donc ces associations de terrain diverses, ayant des missions diverses, mais ayant déjà mis en place tout un tas de petites solutions, mais qui ne sont pas finalement efficaces, puisqu'elles sont centrées sur un type de population en fonction de ses propres compétences associatives. Ces associations s'associent, décident de mutualiser. Et donc, en mutualisant, l'association qui travaille auprès des seniors met à disposition le dispositif des seniors. L'association qui travaille auprès des apprentis, des enfants, des ados, met ses compétences à disposition. Celle qui est pour la santé, celle qui est pour l'insertion, celle qui est pour la personne lambda. Donc, cet ensemble d'associations a regroupé les dispositifs déjà existants et a déjà fait que finalement, au lieu d'avoir pour les seniors le jeudi de 9h à midi et pour les enfants du centre de loisirs le mercredi de 14h à 16h, a fait que finalement, on avait du lundi au vendredi, voire au samedi, des services de mobilité pour l'ensemble de la population mobilisée. De fait, en mettant tout à plat, des idées sont venues pour améliorer ces dispositifs. Et grâce à tout ce potentiel de compétences diverses et de secteurs différents, seniors, enfin de population, possible du coup de vraiment monter en puissance les dispositifs existants. Donc un dispositif comme MOSC est un dispositif plutôt vertueux, parce que vous êtes passé en gros du tuyau d'orgue au métier à tisser, en mettant en commun des ressources et en consolidant le tissu des réponses possibles sur les problématiques de mobilité. Donc un dispositif comme MOSC et des initiatives comme MOSC, ça doit être plutôt intéressant et éclairant pour l'ADS qui ne peut que s'inspirer et essayer d'essaimer, de voir ce qui peut être fait dans d'autres parties du département sur un modèle comme celui-ci. Non pas que ça réponde forcément à tout, mais en tout cas c'est un sacré bond en avant par rapport au dispositif ancien et aux 25 ans de réflexion plus ou moins stérile. Pour revenir à la question et en lien avec, je dirais, l'ADS, du coup, la problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est, je dirais, deux logiques différentes. Alors, je ne veux pas les opposer, mais entre le milieu rural et le milieu urbain. Oui. Puisque la question, je dirais, de participation du groupe mobilité au sein de l'ADS s'est heurté ainsi à cette problématique-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a mis l'accent sur les problématiques et les solutions en milieu rural, alors qu'il y a aussi des problématiques de déplacement en milieu urbain, même s'il y a des infrastructures, mais ce ne sont pas les mêmes. Et donc, cette question, je dirais, devra être traitée demain par la nouvelle forme de l'ADS, en se disant comment les uns alimentent les réflexions des autres. Même si nous avons eu des présentations d'expériences, parce que c'était aussi ça l'intérêt du groupe de travail, c'est de recueillir des expériences, je dirais, qui sont menées dans d'autres territoires autres que le département de Charente. On est resté quand même bloqué à un moment donné sur cette confrontation. Est-ce qu'on met plus l'accent sur le milieu rural, ou est-ce qu'on met plus, l'urbain, ou est-ce qu'on cherche un équilibre? Et je dirais la difficulté, elle est, je dirais, à mettre en perspective avec ce que vit MOSC, du coup, ce qui expliquait Isabelle, sur la partie ouest, où on a une communauté d'agglomération qui a déjà un réseau de transport, alors qu'à côté, d'autres associations qui font partie de MOSC, plutôt sur la partie rurale, cherchent à trouver des solutions qui puissent, je dirais, convenir sur l'ensemble du territoire. Ce qui est assez révélateur, puisqu'en effet, l'association a voulu partir dès le départ sur une association du Sud et de l'Ouest, puisque c'est important au niveau des dynamiques. Et en effet, tout de suite, les conversations et le développement sur l'Ouest s'est heurté à cette problématique que l'Ouest a de la ruralité, mais une grosse communauté d'agglos. Donc, il va falloir remettre en route le métier à tisser
et sortir et désenclaver les solutions utilisées dans un territoire ou dans un type de collectivité ou pour pouvoir tisser ensemble et tirer le meilleur pour le bénéfice des populations qui ont le droit et besoin de se déplacer. C'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Exactement. À présent, le témoignage d'Alain Dems, responsable du centre social Les 4 Routes à Cognac. Je suis arrivé à la commission mobilité de l'ADS parce que je dirige une structure qui essaye d'offrir un sésame de mobilité à des personnes qui ont un projet d'emploi ou de formation, mais qui n'ont pas le moyen d'y accéder. Et donc, je dirige un garage et une auto-école solidaire. L'auto-école, évidemment, c'est pour que des personnes qui ont besoin du permis de conduire l'obtiennent. Les garages, ça peut être des personnes qui ont une voiture qui ne fonctionne pas. Ça peut être des gens qui n'ont pas de voiture et qui nous en louent une, ou un 2 roues d'ailleurs, ou un vélo électrique, et dans quelques rares cas, qu'ils nous l'achètent. L'objectif, c'est toujours celui-là, c'est toujours de trouver des nouveaux dispositifs, des nouvelles manières de répondre à un besoin de personnes qui ont des réalités différentes. Soit qu'elles habitent dans une petite ville ou dans un village ou carrément à la campagne, qu'elles aient la capacité, elles, de conduire un vélo ou un scooter ou pas, ou une voiture, parce qu'elles ont le permis ou pas. Il y a des tas de situations extrêmement différentes. Il y a des gens qui ont besoin d'un véhicule pour aller à des horaires de travail uniquement. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un véhicule pour des horaires de travail, plus aller chercher des enfants, plus aller faire des courses, plus, etc. Donc, chaque situation est différente. Alors, il existe des systèmes de transport à la demande, par exemple. La commission mobilité d'ADS me semblait le lieu, et ça s'est confirmé, où des personnes qui partagent un petit peu non seulement les préoccupations, mais aussi la connaissance des difficultés, des enjeux, des possibilités, se réunissent, discutent et testent finalement l'une ou l'autre hypothèse. Je me souviens qu'on avait eu comme ça une discussion avec des gens qui, dans un autre département, ont organisé un système de micro-covoiturage, du covoiturage pour des toutes petites distances. Et ils avaient pu nous montrer à quel point c'est complexe. Parce qu'il faut quelqu'un en permanence pour faire le lien entre les personnes qui ont besoin du transport et d'autres personnes qui offrent la possibilité du covoiturage, à une micro-échelle et de manière 7 jours sur 7 quasiment. Donc voilà, on avait pu se mettre ensemble et se rendre compte des difficultés, des possibilités, de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait réunir pour trouver une solution qui fonctionne. Nous allons maintenant aborder le thème de l'emploi, avec pour débuter Frédéric Seguin, directeur de Révi Plus et Envie 2E, ainsi qu'Aurore Tribault, co-animatrice de la commission emploi pour le conseil départemental de la Charente. J'ai rejoint le groupe emploi de l'ADS sur la demande d'Aurore Tribault, et étant moi-même employeur avec des difficultés de recrutement, j'ai trouvé le sujet très intéressant. Donc, en effet, le groupe était constitué, le groupe emploi était constitué de différentes personnalités, notamment donc des travailleurs sociaux du département, des agents de la direction de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire du département également, des employeurs, des agents de la CAF, des personnes travaillant en structure d'insertion par l'activité économique. Il y avait également une personne de la région. Ponctuellement, on a fait appel à des personnes avec des spécificités, comme par exemple des acteurs de chez Pôle emploi, quand on avait besoin de connaître l'enquête en besoin de main-d'œuvre du territoire. Comment on est arrivé à envisager de créer une mini-série web ? La question de départ, c'était comment faciliter l'emploi des personnes bénéficiaires du RSA. Tout d'abord, on s'est retourné vers donc Pôle emploi pour connaître l'enquête en besoin de main-d'œuvre et estimer le nombre d'emplois non pourvus sur le territoire. Des milliers. Et en face de ça, on avait des milliers de personnes qui ne pouvaient pas avoir accès à un emploi. On s'est dit, il y a un problème, il faut qu'on les fasse se rencontrer. Et puis, on s'est dit, dans un premier temps, on va aller voir ces recruteurs, voir pourquoi ils n'arrivent pas à recruter, comment sont constituées leurs offres, est-ce qu'ils font appel aux bonnes personnes, est-ce qu'ils savent qu'autour de chez eux, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et puis, quand on a rencontré ces gens, ils nous ont dit, nous, la problématique, c'est pas de trouver des gens, c'est d'avoir des candidatures. On passe des offres et on n'a pas de candidature. Donc, on est revenu autour de la table, on a discuté,
Et là, on s'est dit, eh bien, il faut qu'on retourne voir maintenant les demandeurs d'emploi et leur demander pourquoi ils ne postulent pas. On a fait une enquête auprès de ces gens sur plusieurs centaines, j'ai plus en tête le nombre, mais en tout cas, il s'est avéré que plus de la moitié d'entre eux ne postulaient pas à un emploi. Et quand on leur a demandé pourquoi, eh bien, c'était pour des raisons. Ils évoquaient des freins, garde d'enfants, mobilité, j'ai pas de voiture, ça me fait lever trop tôt, etc. Et là, l'idée, c'était, on s'est dit quand même, il faut qu'on démystifie cette approche du travail, parce que les horaires, ils sont adaptables. Un employeur est capable d'adapter les horaires. Des problèmes de mobilité, ça peut se résoudre avec le département pour passer le permis, avec des garages solidaires pour obtenir une voiture ou un scooter. Voilà. Et donc, petit à petit, on est arrivé à dérouler et on s'est dit, pour démystifier ce rapprochement demandeur d'emploi, employeur, il faut qu'on écrive à ces gens et qu'on leur dise qu'il y a des solutions. Et puis on s'est dit, un courrier, ça va pas être évident. On va distribuer ça dans les boîtes aux lettres, ça va être lu, pas lu. Et puis, les gens aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone portable. Donc on s'est dit, c'est là qu'on va les toucher, en faisant une mini-série web sur les réseaux sociaux. Et maintenant, Aurore Tribault, co-animatrice de la commission emploi, et Viviane Saint-Nicolas, responsable insertion pour le conseil départemental de la Charente. Dans notre groupe de travail emploi, on a voulu faire le lien entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. On a souhaité réaliser donc une web-série. Elles sont toutes réalisées sur le même format. Tout d'abord, nous avons souhaité mettre en avant les secteurs, les métiers en tension, les secteurs qui recrutent le plus en Charente, comme notamment donc, le nettoyage industriel, le nettoyage des locaux. Il y avait aussi également la grande distribution, l'emballage et l'industrie, la logistique, notamment les plateformes qui travaillent avec l'agroalimentaire et les grandes surfaces. Ce qu'on voulait, c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Dans les épisodes de la web-série, on a interrogé des personnes recrutées pour qu'elles nous montrent leurs problématiques et pour trouver du travail et pouvoir rester dans leur entreprise. Alors, par exemple, certaines ont parlé de problèmes de mobilité. Alors, tout n'est pas évoqué dans les web-séries, mais la mobilité, ça peut aller à comment je vais faire pour aller travailler. Est-ce que j'ai une voiture, mais elle est en mauvais état? Comment je peux la réparer? Comment je peux trouver des financements? J'aimerais passer mon permis, mais j'ai pas les moyens. Il faut que je remette ma voiture en état. Bon, toutes ces choses-là où peut-être que je pourrais avoir un 2 roues, mais voilà, ou peut-être louer une voiture aussi ou un 2 roues. Enfin, toutes ces choses-là. On a pu évoquer aussi les problèmes de garde d'enfants, particulièrement en horaire décalé, quand on commence tôt le matin, qu'on finit tard le soir, et puis qu'est-ce que j'ai comme solution pour continuer ma vie de famille correctement. La perte de confiance en soi aussi a pu être évoquée, et puis la difficulté à retrouver des forces pour faire des démarches et aller vers l'emploi. Et puis aussi, certains ont évoqué des défauts de compétences au départ, alors qu'en fait, on ne le sait pas suffisamment, mais certaines entreprises recrutent uniquement parce qu'on a envie d'aller travailler, même si on n'a pas de qualification à la base. Et certaines entreprises peuvent aussi proposer des formations qualifiantes en cours d'emploi. Voilà. À partir de là, on a choisi à partir de ces problématiques, on a proposé des petites astuces, c'est-à-dire des pistes de solutions et avec des personnes à contacter ou des liens à aller chercher en fonction des difficultés évoquées. Donc, dans ces petites vidéos, nous, ce qu'on voulait, c'est que tout le monde puisse se retrouver. Peut-être repérer des domaines de travail où tout un chacun n'avait pas pensé aller vers, voire régler peut-être certains problèmes qu'on se disait insurmontables. Donc, cette web-série... Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était que cette web-série puisse permettre, vraiment en toute simplicité, d'avoir une vision aussi plus réaliste de l'emploi en Charente. Jean-Pierre Bernadet, dirigeant de l'entreprise Bernadet à Cognac, spécialisée dans la décoration de bouteilles, explique qu'il recrute lui aussi toutes sortes de profils, y compris peu qualifiés. Cette vidéo est la première d'une série, mais d'autres vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux du département
et sur le site insertion16.fr. Je m'appelle Jean-Pierre Bernadet, je dirige la société Bernadet. Nous faisons de la décoration de bouteilles pour les marchés des vins spiritueux. Nous sommes une entreprise d'environ 80 personnes en CDI, mais un peu plus de 115 personnes en équivalent temps plein. Car nous avons une saisonnalité et nous passons de 80 personnes l'hiver à presque 140 ou 150 personnes durant la période haute. Nous avons beaucoup de difficultés à recruter des personnes pour cette période haute, alors que nous avons besoin en fait de personnes sans qualification, puisque nous proposons de les former directement, et donc nous recrutons pratiquement sans regarder le CV, mais simplement en parlant avec la personne et en essayant de préjuger de sa volonté à apprendre et à travailler. Je m'appelle Sophie, je suis contrôleuse qualité, je travaille chez Bernadet depuis 5 ans. C'est vrai qu'on a eu des problèmes pour garder les enfants. À l'époque, je travaillais en équipe, donc pour 6 heures du matin pour garder les enfants et ramener les enfants à l'école. On a eu du mal. Et en guise de conclusion, la parole est donnée à Madame Magali Debatte, préfète de la Charente. Alors pour moi, une assemblée des développeurs des solidarités dans un département comme la Charente, ça a trois objets, 3 utilités, si je peux dire. La première, c'est que c'est une instance partenariale. Les solidarités sont au cœur de toutes les politiques publiques qui sont portées par le gouvernement. Par contre, après, ce qui compte, c'est ce que l'on fait sur le terrain. Et l'Assemblée des développeurs des solidarités, à cet égard, c'est une instance qui permet aux décideurs, localement, de mesurer les enjeux du territoire et d'apporter les réponses appropriées sur divers enjeux que vous avez été amenés à balayer dans le cadre de ce reportage. Le deuxième enjeu, je pense, de l'Assemblée des développeurs des solidarités, c'est d'avoir une sorte de méga-observatoire. C'est très important de comprendre très finement sur le territoire les mécanismes qui sont à l'œuvre en matière de pauvreté, en matière de solidarité. Et je pense qu'à cet égard, cette assemblée est aussi ce méga-observatoire dont on peut avoir, que ce soit sur les questions de logement, comprendre les nouveaux phénomènes qui sont en œuvre en matière de grande précarité, être également en mesure d'apporter, on le voit là dans le cadre de la crise Covid, le bon soutien à nos réseaux d'aide, que ce soit des aides alimentaires ou l'IAE ou en matière d'économie sociale et solidaire. Et enfin, je pense que l'Assemblée des développeurs des solidarités, c'est aussi, et enfin, une instance qui prépare l'avenir, c'est-à-dire qu'au regard de ces enjeux qui sont bien mesurés et des actions qui sont décidées en partenariat par les acteurs locaux, ça nous permet de préparer l'avenir, ça nous permet de mieux, si j'ose dire, de créer les conditions pour pouvoir encaisser quand c'est difficile et également rebondir parce qu'à un moment, les conditions seront là pour que l'on puisse reprendre une vie, entre guillemets, normale. L'ADS, c'est le moyen de rencontrer des gens différents de ceux avec qui je travaille habituellement. L'ADS, pour moi, c'est d'être tous mobilisés pour les personnes qui en ont le plus besoin. L'ADS, c'est ce qu'on en fait. C'est un lieu d'échange, surtout entre institutions et établissements privés. Pour moi, des acteurs de terrain solidaires qui concrétisent leurs réflexions avec des actions très concrètes. Pour moi, c'est un collectif de personnes très motivées autour d'un sujet commun très important. L'ADS, pour moi, c'est mettre en œuvre des projets innovants.
Moi qui suis travailleur social de formation et de base et de cœur, l'ADS pour moi c'est apprendre à phosphorer ensemble avec des personnes d'univers tout à fait différents, avec le même objectif, c'est d'aider des personnes à retrouver du travail. Je dirais que l'ADS c'est d'abord un lieu d'échange et un lieu d'échange et de concertation. Et puis d'échanges peut-être entre des personnes qui ne se rencontreraient pas forcément dans d'autres circonstances, qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer dans d'autres circonstances.